concernant les organisations internationales qui ont une compétence assez générale sur un sujet qui n'est a priori pas vraiment lié au changement climatique, on va parler dans un premier temps des organisations économiques internationales. Et ensuite, on parlera de l'UNESCO et de la protection du patrimoine menacé par les changements climatiques. Donc, on va commencer avec l'intervention de Sarah Sfaxi, qui est doctorante ici à l'EDIEC en droit international public. Et on entendra ensuite Anna Fedrajas, qui est également doctorante au Centre de droit international. Donc, je vous laisse la parole, Sarah, pour 15-20 minutes maximum. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier très chaleureusement ma chère directrice de thèse, Madame Néry, Madame la professeure Ricard, qui organise aujourd'hui ce beau colloque et de m'avoir offert aujourd'hui cette opportunité d'intervenir pour la première fois à Lyon. Et aussi un grand merci pour mes chers collègues qui sont présents aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mon sujet d'intervention, il porte sur le rôle des organisations internationales économiques, les OIE, face aux enjeux climatiques en mer et océan, donc face aux enjeux climatiques maritimes. Dans le bleu profond des océans, les États lisent aujourd'hui l'histoire de leur propre avenir. Récifs coralliens blanchis, mangroves érodées, effondrement des stocks halieutiques, montée du niveau de la mer, acidification des eaux et tempêtes plus fréquentes et plus violentes. Si la Terre aujourd'hui offre au regard humain le théâtre visible du changement climatique, ce sont pourtant les eaux, les espaces maritimes plus généralement, océans et mers, qui, longtemps perçus comme des ressources inépuisables, qui en murmurent les signaux les plus alarmants. Le phénomène du changement climatique a désormais franchi un seuil alarmant et inédit, provoquant des répercussions en cascade sur les communautés côtières, les économies nationales, la sécurité alimentaire mondiale et les écosystèmes depuis les sommets des montagnes jusqu'aux abysses les plus obscurs. Là où les courants se réchauffent et les poissons s'épuisent ou disparaissent, c'est l'ordre international lui-même qui se fissure lentement. Face à cette mer en détresse, les organisations internationales économiques n'ont plus le luxe, à mon sens, de rester spectatrices. Elles sont désormais appelées à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire, celui d'une économie qui cesse enfin, je l'espère, de détruire ce qu'elle prétend faire prospérer. Dans ce contexte, se pose avec une acuité renouvelée la question du rôle des OIE, de leur rôle que peuvent jouer ou que doivent assumer face aux enjeux climatiques maritimes, un sujet qui se situe au croisement du droit international économique et du droit international de l'environnement. Ce phénomène pernicieux altère les écosystèmes marins, fragilise les moyens de subsistance des populations côtières et désorganise les dynamiques économiques liées aux espaces maritimes. L'ensemble de toutes ces transformations forme ce que le droit international qualifie d'enjeux climatiques, c'est-à-dire l'ensemble des risques de vulnérabilité, de mutations profondes causées ou liées directement ou indirectement au changement climatique. En effet, si, lentement appréhendée sous un prisme essentiellement terrestre, la question elle relève aujourd'hui une acuité particulière dans les milieux marins, qui couvrent 71% de la surface du globe et qui abritent près de 80% de la biodiversité connue et constituent un régulateur essentiel du climat mondial. À mesure que ces répercussions ou perturbations s'intensifient, la communauté internationale se trouve confrontée à un défi très complexe. Préserver les équilibres écologiques tout en garantissant un développement durable dans un contexte où ces milieux marins ou maritimes apparaissent à la fois comme victimes, indicateurs et aussi vecteurs des dérèglements climatiques. Les OIE ont objet de mon intervention
sont une sous-catégorie des organisations internationales qui se caractérisent par leurs compétences fonctionnelles spécialisées dans le domaine économique. Leur mandat du premier étant d'assurer la coopération en matière économique et donc la stabilité macroéconomique ou la régulation des échanges commerciaux. Par exemple, la Banque mondiale, elle vise le financement du développement et la réduction de la pauvreté. Le FMI, quant à lui, il cherche avant tout la stabilité macroéconomique et financière. L'OCDE, quant à elle, elle se concentre sur la coordination des politiques économiques et la production des recommandations normatives. L'OMC, qui a pour objectif principal de réguler le commerce international, il veille sur le respect des règles commerciales. Mais toutes ces organisations internationales économiques, finalement, elles ont un rôle commun, celui d'influencer et de structurer l'économie mondiale. Historiquement, ce n'est qu'à partir des années 1990 que, et avec l'émergence du concept de développement durable et l'adoption de la Convention cadre sur les changements climatiques, que ces OIE ont progressivement intégré la question environnementale et plus particulièrement la question climatique, cette dimension en particulier dans les secteurs maritimes, dans leurs actions. De point de vue théorique, l'étude d'un tel sujet, elle est particulièrement pertinente. Pourquoi ? Parce qu'elle interroge à la fois la dynamique des compétences de ces organisations internationales et la manière dont le droit international économique serait défini pour incorporer les principes et exigences du droit international de l'environnement. Et donc la question que je me permets de poser, comment justifier l'implication croissante de ces OIE dans un domaine qui relève en principe d'une compétence spécialisée? C'est à ce stade que la théorie des compétences implicites prend toute sa pertinence en permettant d'adopter une lecture plutôt libérale, entre guillemets, ou dynamique des compétences expresses et des objectifs assignés à ces organisations par leur acte constitutif, tout en préservant a priori le garde-fou que représente ce principe de spécialité. Et donc, à partir de sur la base de cette théorie, ces organisations internationales économiques, elles se sont permises d'étendre leur mandat pour intégrer ces enjeux climatiques, notamment maritimes, au corps de leur action, et ce, conformément à l'ODD 14. Et donc la question qui se pose encore une fois, jusqu'à où ces OIE peuvent-elles légitimement étendre leur action à ce phénomène assez complexe et transversal sans compromettre leur légitimité juridique conformément aux principes de spécialité et d'attribution qui fondent leur rôle. Cette adaptation aux enjeux climatiques traduit également une tension sous-jacente. La recherche de l'efficacité par l'innovation reflète une crise potentielle de la légitimité originelle de ces organisations. Bref, aujourd'hui, nous assistons à un mouvement global profondément renouvelé, dans lequel économie, climat et gouvernance maritime sont désormais appréhendés de manière intégrée, et dans lequel ces OIE consacrent l'émergence progressive d'un nouveau paradigme économique, celui de l'économie bleue, fondée sur la valorisation durable des ressources maritimes, la résilience des écosystèmes océaniques et l'intégration systémique des risques climatiques dans leur politique économique. Et donc, il serait légitime de se demander dans quelle mesure le rôle des OIE favorise-t-il l'émergence d'un nouveau paradigme économique, celui de l'économie bleue, face aux enjeux climatiques maritimes. Ces OIE mobilisent des instruments financiers, techniques et normatifs pour intégrer ces nouveaux enjeux climatiques maritimes, d'une part, mais elles contribuent également à l'émergence de l'économie bleue à travers notamment l'assistance financière et technique, mais ce rôle ou cette contribution à l'émergence de ce nouveau paradigme demeure très limité pour plusieurs considérations. Donc, un rôle moteur de ces organisations dans l'émergence d'un nouveau paradigme économique face aux enjeux climatiques maritimes. Et commençons par l'assistance financière innovante, celle de la finance bleue. L'économie bleue, elle est définie par la Commission européenne comme l'ensemble des activités économiques liées aux océans, aux mers et aux côtes, qu'il s'agisse du transport maritime, de la pêche, des énergies marines et du tourisme littoral, constitue un cadre stratégique visant à concilier d'une part la croissance économique avec la préservation des écosystèmes marins.
Et la finance bleue, effectivement, qui regroupe prêts, obligations bleues, fonds d'investissement, des garanties, en constitue le bras fonctionnel et en orientant les flux financiers mobilisés vers des projets qui ont des conséquences ou un impact positif sur les milieux marins. Ce type de finance constitue donc aujourd'hui l'un des principaux vecteurs par lesquels la Banque mondiale et le FMI renouvellent leur intervention dans la gouvernance climatique internationale en orientant une partie croissante de leurs finances vers des projets liés aux espaces maritimes. Par exemple, le FMI il a déjà adapté son arsenal financier pour prendre en compte ces enjeux climatiques maritimes à travers la facilité pour la résilience et la durabilité qui est soutenue par le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité. Et par exemple, à titre d'illustration, le conseil d'administration du fonds a approuvé au mois de mars 2024 un accord de 30 mois au titre de cette facilité en faveur de la Côte d'Ivoire pour un montant d'environ 1,3 milliard de dollars. Et donc cet appui financier, il intervient dans un contexte de vulnérabilité élevée du pays face aux enjeux climatiques maritimes, notamment la hausse des températures et la perturbation des régimes de précipitation et aussi des inondations. S'agissant de la Banque mondiale, cette institution, par le passé, elle n'a pas intégré de façon autonome la finance climatique parmi ses instruments d'intervention financière, mais ça faisait plutôt partie intégrante des prêts multisectoriels. Ce n'est que depuis quelques années que finalement on voit la catégorie de la finance bleue se cristalliser au sein de ces instruments financiers. Et ceci s'est traduit effectivement par la création d'un programme, le fameux programme ProBlue, qui est un fonds fiduciaire phare de la banque et qui a mis en œuvre un total de 90 activités achevées en 2024 jusqu'à 2024 et pour un montant total de plus de 182 millions de dollars américains. Aussi, il y a l'instrument des obligations bleues, qui sont des instruments de dette dont les produits sont investis dans des projets maritimes ou océaniques et ayant des retombées économiques, environnementales et climatiques positives et qui ont été émises pour la première fois sous l'impulsion de la Banque mondiale par les Seychelles. Et donc, en 2018, l'obligation bleue des Seychelles elle a permis de mobiliser 15 millions de dollars auprès d'investisseurs internationaux. Qu'en est-il maintenant du rôle technique et normatif joué par ces organisations internationales en faveur de l'émergence d'un nouveau paradigme économique, celui de l'économie bleue? Donc, dans le cadre de sa gouvernance climatique des espaces maritimes, ces organisations internationales économiques, elles exercent un double rôle supplémentaire. D'une part, un rôle technique qui consiste à fournir de l'assistance, de l'expertise, des outils méthodologiques, une assistance opérationnelle aux États pour qu'ils sachent comment planifier, concevoir et même évaluer leurs projets maritimes, mais aussi un rôle normatif qui vise à élaborer des standards, des lignes directrices et des bonnes pratiques susceptibles d'orienter les politiques publiques en la matière. Le principe de coopération internationale consacré par la CNIDM ainsi que l'obligation de transfert de technologie et de savoir-faire énoncé par la Convention cadre, aussi le principe des capacités communes mais différenciées, justifie cet appui technique renforcé de plus en plus au sein de la pratique des OIE aux États les plus vulnérables. Par exemple, à travers leur programme d'assistance technique, les OIE fournissent aux États des outils indispensables, par exemple des études d'impact environnemental, des diagnostics de vulnérabilité côtière, des cadres méthodologiques de gestion durable des ressources océaniques, etc. Pour ce qui concerne, par exemple, la Banque mondiale, je vous donne l'exemple du Environmental and Social Framework,
aussi, tout comme la Banque européenne de l'investissement à travers ses Environmental and Social Standards, qui imposent finalement des exigences techniques qui tentent dans la pratique à s'ériguer en standards normatifs de référence pour les États bénéficiaires. Pour ce qui concerne le rôle normatif, il ne s'agit pas de créer des obligations juridiquement contraignantes, mais plutôt de fournir des référentiels de conformité et de qualité susceptibles de guider ces États, guider leur politique publique en matière de financement, par exemple, maritime ou autre. Par exemple, la Banque mondiale, à travers son Environmental and Social Framework, elle définit des normes d'évaluation environnementale et sociale qui doivent être respectées lors de la conception des projets qu'elle finance, y compris dans les secteurs maritimes. Aussi, l'OCDE, elle joue un rôle très important en la matière en produisant des guidelines et des rapports méthodologiques comme le rapport Financing Climate Future qui date de 2021. Malgré l'expansion de la finance bleue et l'assistance technique, le rôle normatif joué, l'action de ces organisations internationales économiques, elle demeure quand même très limitée, ce qui souligne le fait que l'émergence de cette économie bleue n'est pas totalement une réalité absolue, mais ce rôle, du fait qu'il est limité, il traduit plutôt un glissement de façade, où je dirais ça relève plutôt d'un vernis symbolique que d'une transformation structurelle profonde au sein de ces organisations internationales économiques et du modèle économique mondial. D'où, dans cette deuxième partie, je vais parler du rôle limité, traduisant un glissement de façade du paradigme économique, et qui se justifie par des contraintes qui sont propres aux organisations internationales économiques et d'autres contraintes qui sont externes. Je ne vais pas me tarder sur ça, je vais essayer de synthétiser. Les contraintes liées aux organisations internationales économiques, je dirais que juridiquement, l'extension de leur action face aux enjeux climatiques maritimes peut être, comme je viens de le dire en début d'intervention, être analysée sous l'angle de la théorie des compétences implicites. Si une action, elle est in fine compatible à la réalisation du développement économique et des objectifs économiques plus généralement, donc cette intégration des enjeux climatiques maritimes, elle est tout à fait légitime. Mais toute sortie trop ambitieuse, je dirais, de ces mandats risque de fragiliser la légitimité de ces organisations internationales économiques sur la scène internationale. Et il peut y avoir même des contestations de la part des États membres. Une autre contrainte, c'est qui se rapporte aux ressources et capacités institutionnelles de ces organisations internationales économiques, c'est que ces organisations internationales économiques, finalement, elles ne disposent pas toujours des moyens techniques ni humains nécessaires pour intervenir de manière exhaustive sur les problématiques maritimes ou les problématiques climatiques maritimes. Et donc, finalement, on le sait, elles dépendent de la contribution de ces États membres. Et donc, par exemple, la Banque mondiale, pour financer son projet que je viens de citer, le ProBlue, elle peut le faire, mais elle ne peut jamais remplacer les États dans la mise en œuvre des politiques maritimes intégrées, ni assurer le suivi environnemental de manière autonome. Donc, il y a une dépendance quand même de ces organisations internationales économiques, de leur rôle en la matière, avec le rôle principal des États. Le rôle joué par ces organisations aussi reste dominé par une logique de court terme, ce qui freine l'intégration effective des impératifs climatiques maritimes. Par nature, ces organisations, elles privilégient la stabilisation rapide, la croissance immédiate et la fluidité des échanges au détriment des cycles longs des écosystèmes marins. Donc, les instruments financiers et juridiques qu'elles mobilisent,
finalement, elle évalue avant tout la rentabilité, l'efficacité économique immédiate, et ce qui fait, elle relègue les effets cumulatifs de la dégradation des océans, par exemple, auront des coûts différés. Et donc, cette approche entre en tension avec le droit international de l'environnement est fondée sur les principes comme le principe de précaution, de durabilité, de protection intergénérationnelle, ce qui souligne finalement la difficulté de facto de concilier exigences économiques et immédiates et une vision durable écologique à long terme. Aussi, comme les États, les OIE, finalement, elles agissent de façon très urgente, en réaction à des crises qui sont déjà manifestes. Donc cette approche que je peux qualifier de corrective, elle s'avère inadaptée aux enjeux climatiques en mer et océan, lorsque, par exemple, les dispositifs financiers ou réglementaires interviennent. Les écosystèmes côtiers, par exemple, ils sont souvent déjà dégradés. Les stocks halieutiques, par exemple, déjà effondrés. S'agissant des facteurs externes, c'est principalement des limitations institutionnelles qui se rapportent à la coordination internationale. Ces OIE évoluent dans un environnement institutionnel assez complexe. Ils interviennent là où intervient plutôt une multitude d'acteurs, certes complémentaires, mais parfois concurrents. Par exemple, on a l'OMI pour la sécurité maritime, le FAO pour la pêche, le PNU pour l'environnement, les banques de développement, et donc aussi les agences nationales. Donc ce paysage assez fragmenté rend la coordination dans la réalité très difficile, voire complexe, car chaque organisation, finalement, elle a vocation à défendre ses intérêts, ses temporalités, ses normes, ses priorités, et selon ses procédures aussi décisionnelles. Donc, cette pluralité engendre des chevauchements de compétences, de priorités divergentes et de mécanismes de décision parfois redondants. Aussi, les OIE dépendent en partie de financements privés ou de capitaux mobilisés. C'est en fait l'idée de la pression subie par ces OIE, des pressions économiques et une dépendance au marché financier. Donc, par exemple, les financements des OIE, elles dépendent largement des capitaux mobilisés via ces marchés internationaux. Par exemple, les obligations bleues illustrent bien cette dépendance. Et donc, cette dépendance, elle va créer une tension entre objectifs de durabilité écologique, d'une part, et les exigences de rentabilité à court terme des investisseurs. Pour finir, je dirais aussi que contrairement à la finance verte, qui bénéficie depuis 2020 d'une taxonomie européenne en construction, la finance bleue ne dispose jusqu'à présent d'aucune définition uniforme, d'aucun critère juridique internationaux cohérent et clair, et l'absence de ce cadre juridique international contraignant et assez cohérent pour cette finance bleue, qui est l'un des piliers piliers pour l'intervention ou pour le rôle que jouent ces OIE, accroît le risque de ce qu'on appelle le blue washing, c'est-à-dire l'usage abusif du label bleu. Donc, derrière ce glissement de façade se dessine, à mon sens, une transformation plus profonde, celle d'un ordre économique mondial qui, lentement mais sûrement, apprend à conjuguer quand même la performance économique et impératif écologique. Les océans et mers, ainsi, sont devenus non seulement un espace à protéger, mais, je pense, un levier stratégique pour repenser notre modèle de développement actuel. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Effectivement, c'est très intéressant, ces questions de finances bleues, d'économie bleue, qu'on a un petit peu du mal à cerner. Et bleu ne veut pas dire vert. Oui. Donc, ça soulève vraiment des enjeux très importants.